Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Vous savez que le mois de septembre de cette année est un mois particulier pour le Chili. C'est le 50e anniversaire du coup d'État du général Pinochet, de l'armée chilienne. Il y a eu beaucoup de manifestations du souvenir qui sont toutes centrées plutôt sur ce qui est logique, sur la mort du président Allende dans le palais de la Moneda. Mais il y a eu, évidemment, au-delà du président Allende, beaucoup de Chiliennes et de Chiliens qui ce jour-là sont morts, victimes de la dictature, et même quelques jours plus tard, Pablo Neruda, le prix Nobel de littérature, ambassadeur, diplomate, pratiquement d'ailleurs 50 ans, jour pour jour, dans des circonstances troubles, assez mystérieuses. Comme dit le livre qu'a publié à ce sujet ma voisine de gauche, la journaliste Laurie Fachaud-Sigan, donc il va nous présenter le résultat de son enquête. Et simplement un petit mot pour la présenter. Elle a beaucoup travaillé non seulement au Chili, mais dans plusieurs pays d'Amérique latine, au Honduras, au Pérou, en Uruguay, je crois. Vous avez même obtenu un prix de la presse étrangère présente au Chili en 2015 pour une enquête concernant les revendications, enfin la reconnaissance par la voie judiciaire qu'espère avoir un certain nombre de femmes qui ont été violées sous la dictature du général Pinochet. Et à ses côtés se trouve Maître Reyes, qui est un avocat, mais qui est aussi le neveu de Pablo Neruda, et qui assure le suivi du procès, parce qu'il y a procès dans la mesure où il y a eu un doute sur lequel Madame Laurie Fachaud-Sigan va nous donner un certain nombre de détails et d'explications. Donc il y a une procédure en cours. Cette procédure a été instruite par une magistrate qui, le hasard du calendrier étant ce qu'il est, a été close, cette instruction, le 25 septembre. Donc Maître Reyes va nous expliquer ce qu'il va se passer après le 25 septembre, quelles vont être les suites qui vont être données à cette instruction, dont l'enjeu, évidemment, vous vous en doutez bien, est de savoir si Pablo Neruda, qui était hospitalisé, est décédé de façon naturelle ou s'il a été empoisonné. Donc je vais d'abord demander à Laurie Fachaud-Sigan d'abord de nous expliquer. Je vais lui demander deux choses pour que le dossier soit bien présenté, soit bien clair dans votre esprit. D'abord, savoir pourquoi, concernant la dictature du général Pinochet, elle a souhaité approfondir le dossier de ce qu'elle appelle l'affaire Pablo Neruda. Le titre du livre, que vous trouverez d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés à la sortie de cette salle, s'intitule donc Chambre 406, l'affaire Pablo Neruda. Donc je lui demanderai d'abord de nous expliquer pourquoi elle a ciblé sur la période de Pinochet son travail de recherche et d'enquête sur la mort de Pablo Neruda. Et ensuite, je lui demanderai de nous présenter les conclusions, enfin le déroulé de son enquête et les conclusions auxquelles elle aboutit. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, j'ai vécu plusieurs années au Chili et j'ai beaucoup travaillé sur les questions des violations des droits humains commises sous Pinochet. Avant cela, j'avais aussi traité cette question en Uruguay, donc j'ai été sensibilisée déjà à ces questions parce que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est d'actualité. Il y a encore aujourd'hui plus de 2000 affaires de violations des droits humains commises sous Pinochet qui sont en cours devant les tribunaux chiliens. Et pourquoi l'affaire Pablo Neruda ? Eh bien, parce que c'est vrai que c'est une affaire que je trouve disons fascinante au vu des mystères que la mort de Pablo Neruda recouvre. C'est-à-dire que en 2013, je vivais à l'époque au Chili. Premièrement, il y a eu l'exhumation de Pablo Neruda. Donc déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est
tout de même assez inhabituel. Alors avant cela, c'est vrai, il y avait aussi eu l'exhumation de Salvador Allende, il y a aussi eu l'exhumation d'un ancien président de la République chilienne qui s'appelle Eduardo Frei Montalva, dont je parle aussi dans le livre, qui est mort lui aussi dans des conditions étranges dans la même clinique que Pablo Neruda. Donc en 2013, je me suis fortement intéressée à l'exhumation de Pablo Neruda, et à l'époque, j'ai rencontré déjà le chauffeur de l'époque de Pablo Neruda, qui est Manuel Araya, et je m'étais dit, cette histoire m'avait déjà mis la puce à l'oreille, mais je m'étais pas encore dit, voilà, je vais approfondir cette affaire et en faire un livre, voire un documentaire. Et c'est en 2016 que vraiment j'ai eu ce déclic, et je me suis dit non, cette affaire elle est vraiment digne d'un polar, et j'ai eu envie d'écrire un livre vraiment le 26 avril 2016. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 26 avril 2016? C'était le jour du 4e enterrement de Pablo Neruda. Pablo Neruda, effectivement, je raconte aussi dans mon livre tous les enterrements. Il a été inhumé plusieurs fois. Il a été inhumé tout d'abord donc en 73, ensuite en 74, toujours dans le même cimetière. Ensuite, il y a eu un hommage national qui lui a été rendu au retour de la démocratie, c'était en 1992. Et puis après l'exhumation, ses restes sont retournés en terre, donc dans le jardin de sa maison d'Isla Negra. Et c'est vrai que ce jour-là, le 26 avril 2016, il y avait évidemment Rodolfo Reyes, Elisabeth Flores qui est avocate et qui connaît aussi très bien le dossier. Il y avait aussi l'avocat, l'un des avocats du Parti communiste qui s'appelle Eduardo Contreras, qui est l'un des avocats qui a porté plainte en 2011 pour homicide de Pablo Neruda. Il y avait des personnes de la Fondation Pablo Neruda, le chauffeur de Pablo Neruda, donc Manuel Araya. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, c'est une affaire qui est dingue, parce que on ne sait pas ce qui s'est passé le jour de la mort du poète, donc le 23 septembre 1973. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères encore aujourd'hui qui entourent la mort du poète. Donc, effectivement, la première question, c'est est-ce qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il a été empoisonné? Officiellement, le certificat de décès indique que Neruda est mort d'un cancer de la prostate. Alors, c'est vrai qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'enquête judiciaire, des experts scientifiques ont été unanimes il y a quelques années en disant non, Pablo Neruda n'est pas mort d'un cancer de la prostate. Il y a d'autres mystères. Manuel Araya a toujours parlé d'une mystérieuse injection dont aurait souffert, qui aurait fait mal à Pablo Neruda. Oui. Allez, oui. Pourquoi était-il hospitalisé? Alors là aussi, ce jour-là. C'est aussi une très bonne question, parce qu'en fait, il y a pas de certitude. Manuel Araya, donc le chauffeur de Pablo Neruda, m'a toujours dit que Pablo Neruda avait été hospitalisé le mercredi 19 septembre à la clinique Santa Maria pour être en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a eu donc le coup d'État le 11 septembre 1973. La maison de Pablo Neruda a été perquisitionnée par les militaires plusieurs fois, d'ailleurs, d'après le chauffeur du poète. Et Pablo Neruda a été évidemment très très perturbé, notamment par la mort de l'un de ses amis, qui est Salvador Allende, qui est mort le jour du coup d'État au palais présidentiel. Donc là aussi, il y a des témoignages qui disent que Pablo Neruda était en bonne santé, d'autres qui disent qu'il était un peu affaibli. Donc il y a cette version qui dit que Neruda a été hospitalisé principalement pour des raisons de sécurité avant de partir au Mexique, puisque Pablo Neruda devait partir au Mexique avec son épouse Mathilde Urrutia, initialement le 22 septembre. Et en fait, il a souhaité repousser son voyage de 2 jours, donc le 24, en fait le lendemain de sa mort, pour aller notamment, il voulait absolument partir au Mexique avec des biens, des effets personnels, comme des livres qu'il avait à sa maison. Et puis l'autre version, c'est ce que j'ai aussi beaucoup entendu et lu, c'est que Pablo Neruda en fait a été hospitalisé parce qu'il était affaibli, il avait besoin de soins, et c'est vrai que dans tous les cas, ce qui revient dans toutes les versions, c'est que sa maison avait été perquisitionnée. Pablo Neruda était communiste, membre du comité central, ancien candidat à la présidentielle. Il a été candidat pendant 3 mois en 1969. Avant de laisser sa place, avant de se retirer au profit de Salvador Allende et donc autour de cette union de la gauche de l'unité populaire. Voilà, c'est la raison pour laquelle le 19 septembre, Pablo Neruda est arrivé à la clinique Santa Maria. Donc voilà, donc c'est vrai que dans mon livre, je vous parlais qu'il y a beaucoup de mystères effectivement. Le 23 septembre 1973, Manuel Araya a toujours dit
que lorsqu'il était chez Pablo Neruda avec son épouse, justement en train de prendre des affaires avant de partir au Mexique, Manuel Araya raconte que ils ont reçu un coup de fil, en réalité à l'hôtel à côté de la maison, parce que leur maison à Isla Negra n'avait pas le téléphone à l'époque. Et Manuel Araya a toujours dit que Neruda a dit au téléphone, revenez tout de suite, un médecin m'a fait une piqûre pendant mon sommeil, je brûle de l'intérieur, revenez tout de suite. Et Mathilde Routillas, ce qu'elle raconte dans son autobiographie, c'est que effectivement, ils ont reçu un coup de fil de Pablo Neruda qui leur aurait dit revenez tout de suite, je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est vrai que la seule personne qui parle qui relate ce coup de fil dans lequel Pablo Neruda parle d'une piqûre, c'est Manuel Araya. Toujours est-il que Mathilde et Emmanuel retournent à la clinique Santa Maria selon Manuel Araya, le 23 septembre, selon Mathilde, le 22 septembre. Ce qui est très étrange aussi, c'est que les deux personnes les plus proches de Pablo Neruda n'ont pas ne datent pas les faits de la même manière. Et Manuel Araya explique, lui, qu'il est monté lui aussi dans la chambre de Pablo Neruda le 23 septembre et que là, un médecin lui aurait demandé d'aller acheter un médicament dont ne disposait plus la clinique dans une pharmacie en ville. Et là, il raconte que quand il est allé chercher ce médicament, il a été arrêté par les forces de l'ordre et ça c'est prouvé. On sait que Manuel Araya a été arrêté, on sait qu'il a été détenu et torturé au Stade National, là où se trouvaient des milliers d'opposants dans les tout premiers jours de la dictature. Manuel Araya, qui était aussi membre du Parti communiste, il a rejoint le PC quand il avait 14 ans. Donc effectivement, l'enquête, le Parti communiste chilien, quand il a déposé plainte en 2011, il s'est largement basé sur la version de Manuel Araya. Donc ensuite, il y a eu des enquêtes. Alors d'abord, c'était un juge qui s'appelle Mario Carosa qui a enquêté entre 2011 et 2020. Il a été remplacé par Paola Plaza fin 2020 quand il a été nommé juge à la Cour suprême. Et l'une des questions, par exemple, c'était mais qui serait ce médecin en fait qui aurait demandé à Manuel Araya d'aller chercher un médicament. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est ce médecin. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, moi, je relate l'instruction judiciaire dans mon livre, mais j'ai aussi enquêté par ailleurs. J'ai notamment fouillé les archives de presse de l'époque. C'est intéressant puisqu'un journal de droite, El Mercurio, relate aussi une piqûre réalisée au poète qui aurait causé une baisse de tension. Il y a d'autres journaux qui mentionnent le nom d'un médecin. Et donc, il y a eu plusieurs auditions de médecins. Donc ça, c'est intéressant. On n'arrive pas à retrouver qui sont les médecins, qui sont les infirmières. Il y a un doute là-dessus. Mais factuellement, il n'y a pas de preuve que Pablo Neruda aurait reçu une piqûre. Son dossier médical, aussi bien à la clinique Santa Maria, n'existe plus, il est introuvable, et de même que le dossier médical de Pablo Neruda à l'hôpital Cochin à Paris, puisqu'on sait que Pablo Neruda, en fait, le juge chilien a demandé à l'hôpital Cochin le dossier médical de Pablo Neruda, puisque Pablo Neruda a été ambassadeur du Chili en France entre 1971 et 1973, mais c'est en 72 qu'il est retourné au Chili. Et l'hôpital Cochin n'a plus non plus le dossier médical. Par contre, on a les dates de séjour. Il y a 3 séjours, j'en parle dans mon livre, de Pablo Neruda à l'hôpital Cochin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères. Alors après, je sais pas ce qui est très intéressant, c'est que cette affaire aujourd'hui, c'est en fait la science, qui évidemment n'est plus la même que dans les années 70-80, qui fait parler, disons, le corps de Pablo Neruda à travers de nombreuses expertises. Il y a eu en tout 4 panels d'experts scientifiques qui sont arrivés chacun à différentes conclusions. Ce qui m'a aussi moi vraiment intéressé en 2016, le jour où je vous expliquais, le jour où j'ai vraiment décidé d'écrire ce livre, c'est qu'en fait, après 2013, après l'exhumation de Pablo Neruda, ses restes ont été envoyés dans des laboratoires très prestigieux à l'étranger, au Canada, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en fait, dans ce dossier, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a vraiment la fine fleur de la médecine du monde qui se penche en fait sur cette affaire pour déterminer si il y a eu pour trouver des éventuels restes de médicaments, pour trouver des restes de bactéries. Et là c'est intéressant parce qu'effectivement certains laboratoires qui ont des techniques de pointe ont détecté des bactéries, notamment une bactérie qui est responsable du botulisme.
Donc là, c'est hyper intéressant parce que justement, on en parlait tout à l'heure. En fait, la bactérie responsable du botulisme a été retrouvée dans une dent de Pablo Neruda en 2017 par un laboratoire canadien. Le problème, c'est que cette bactérie peut générer, selon son environnement, la toxine botulique. Et la toxine botulique, c'est l'une des toxines les plus létales au monde. Il suffit d'inhaler 100 nanogrammes pour tuer un être humain de 50 kilos. Donc, un nanogramme, c'est 1 milliardième de gramme. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est la toxine la plus létale au monde. Le problème, c'est que cette toxine, elle n'a pas été retrouvée dans le corps de Pablo Neruda, puisque c'est une toxine qui se dégrade rapidement. Le laboratoire canadien a pu reconstituer le tiers de l'ADN de cette bactérie. Alors, je veux pas être trop scientifique non plus, mais j'espère être claire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire canadien, ils sont vraiment experts. C'est vraiment des référents dans le monde. C'est le laboratoire d'ailleurs de l'université McMaster et qui est dirigé par Hendrik Poinard. Et Hendrik Poinard a travaillé avec Déby Poinard sur l'affaire Pablo Neruda. Et pour vous dire le niveau de technologie dont ils disposent, ils ont aussi étudié les restes, l'ADN du mammouth et l'ADN de personnes qui sont décédées de la peste noire il y a près de 700 ans. Et donc, alors peut-être aussi après, voilà, et ce qui est très intéressant, c'est que l'enquête est ouverte depuis 12 ans. Et hier, justement, effectivement, eh bien, la juge a décidé de clôturer l'instruction. Et là, Rodolfo et Elisabeth en parleront sûrement. Les parties comme Rodolfo, Reyes et Elisabeth Flores, ont 15 jours pour s'opposer à la clôture de l'instruction. Est-ce que vous avez eu accès aux travaux des médecins, des différentes équipes, oui. Et est-ce qu'elles sont concordantes? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, ce sont pas les mêmes questions qui ont été posées au laboratoire. D'abord, en 2013, c'était principalement des experts chiliens. Il y avait aussi quelques étrangers, notamment des Espagnols, qui ont été chargés d'étudier le corps de Pablo Neruda après l'exhumation. Et c'était dans un premier temps des études toxicologiques. Donc qui s'attachaient vraiment à trouver s'il y avait des restes de médicaments. Et c'est vrai que ce premier panel a dit, écoutez, pour nous, Pablo Neruda est bien mort de son cancer de la prostate. Pour autant, alors ça, Rodolfo et Elisabeth pourront en parler. Ils se sont dit, est-ce que Pablo Neruda avait certes un cancer de la prostate, mais est-ce qu'il est décédé de son cancer? On aimerait pousser plus loin les investigations. Il y a donc eu 3 autres panels qui sont protéomiques et génomiques, mais pour faire simple, ce sont des panels qui étudient les bactéries, l'ADN et les protéines des bactéries. Dans un premier temps, en 2015, il y a eu une bactérie qui a été retrouvée, le staphylocoque doré. J'en dis pas plus, comme ça je laisse aussi le suspense dans mon livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, il y a eu la bactérie du Clostridium botulinum qui a été retrouvée dans une dent de Pablo Neruda au Canada. Et ensuite, le 4e panel d'experts a rendu ses conclusions en février de cette année. Alors, j'essaye d'être claire. Si je suis pas claire, vraiment, vous m'arrêtez. Et là, vraiment, la question, après 2017, c'était très bien, Pablo Neruda, on a retrouvé une bactérie dans sa dent, mais d'où vient-elle? Parce qu'il faut savoir que le Clostridium botulinum, c'est une bactérie qui est présente naturellement dans de la terre, dans des sédiments. Donc, ce qui a été fait, c'est que c'est vraiment pour ça aussi que moi cette affaire m'intéresse, parce qu'on voit elle est vraiment pleine de rebondissements. Ce qui a été fait, c'est que des échantillons de terre ont été prélevés au-dessus du cercueil, à côté du cercueil à Isla Negra, ont été envoyés au laboratoire et en fait ils ont comparé les ADN et leur conclusion est que la bactérie du Clostridium botulinum était présente dans le corps de Pablo Neruda au moment de sa mort en fait. Voilà, donc c'est pas du tout la même, c'est pas une bactérie qui est arrivée dans son corps par la terre environnante, par exemple. J'aurais une autre question à vous poser avant de donner la parole à maître Rodolfo Reyes. Et je comprends pas très bien la difficulté à retrouver les personnels d'une clinique, que ce soit une clinique à Santiago du Chili ou dans n'importe quel endroit du monde. Les personnels sont connus, enfin ne serait-ce que par les patients qu'ils ont soignés, accueillis, et ils figurent dans un bottin téléphonique. Je comprends pas très bien comment on n'arrive pas à retrouver les personnels qui travaillaient en septembre 1973 dans cette clinique. Qu'est-ce que vous avez une explication?
Ouais, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Le juge Mario Carossa a vraiment tout fait pour retrouver qui était ce docteur Price. Il a notamment cherché dans les listes des diplômés de médecine. Ce nom n'apparaît pas. Dans un premier temps, la réponse qui a été donnée par la clinique Santa Maria, ça a été de dire, nous, on n'a plus du tout, on n'a plus en fait ces listes de personnes parce que c'était il y a 50 ans. Donc c'est vrai que le temps n'est pas un allié dans les instructions judiciaires et effectivement la clinique Santa Maria n'a plus de listing en fait. Il y a aussi eu des personnes qui sont décédées entre-temps et ce qui est intéressant, c'est que comme je disais tout à l'heure dans un journal, il y a le nom d'un médecin qui est le docteur Macera qui apparaît. Carlos Macera. Donc là, le juge s'est dit peut-être qu'en fait c'est lui ce médecin, parce qu'en fait il y a eu un médecin de jour qui explique, qui a été auditionné plusieurs fois, qui a passé le relais à un médecin de nuit puisque Pablo Neruda est décédé à 22h30. Et donc le juge Mario Carossa a montré des photos du médecin qui est cité par un journal de l'époque à ce médecin de jour qui dit mais oui je crois que c'est lui mais je suis pas bien sûr, moi je l'ai vu 10 minutes maximum, donc effectivement on comprend pas bien. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai aussi dédié dans mon livre un chapitre à la mort de l'ancien président chilien démocrate chrétien qui s'appelle Eduardo Frei Montalva, qui est mort lui dans la chambre 401 en 1982 pendant la dictature, à un moment où il était devenu le premier opposant à Augusto Pinochet. Parce que là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent autour des médecins. Il y a par exemple le médecin qui a vu Pablo Neruda la journée du 23 septembre 73, qui s'est aussi occupé, qui a aussi soigné une fois ou deux Eduardo Frei Montalva. Et effectivement, la question que certains se posent, c'est est-ce que cette clinique aurait pas été infiltrée par des agents de Pinochet? Parce que ce qu'on a su, c'est que il y avait dans le personnel proche, dans l'entourage proche d'Eduardo Frei Montalva, il y avait des personnes qui étaient infiltrées et qui travaillaient en fait pour la police politique de Pinochet. Donc c'est vrai qu'en fait tout ceci c'est un peu aussi un roman d'espionnage avec des questions d'infiltration, oui. Y compris au niveau médical alors. Mais alors on ne sait pas. Comment un médecin extérieur aurait-il pu être infiltré sans des complicités internes dans un établissement de santé? Ça paraît difficile. Voilà. Tout le monde n'a pas dit la vérité, manifestement. Après c'est sûr que c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours pas de certitude. Par exemple, le médecin de jour qui s'appelle Sergio Draper dit oui, mais ce médecin, ça peut très bien être un remplaçant. Mais effectivement, on n'a plus les registres, on n'a plus le dossier médical de Pablo Neruda. Donc, est-ce qu'il a reçu une piqûre? Parce que Mathilde Urrutia raconte que le 22 septembre, quand elle est rentrée à la clinique, voir Pablo Neruda qui avait appelé l'hôtel près de la maison donc d'Isla Negra, elle aussi, elle dit que Pablo Neruda a reçu une piqûre, un calmant, même de la part d'une infirmière, parce qu'elle explique que Pablo Neruda était hors de lui, parce qu'en fait, il avait reçu la visite d'amis qui lui avaient expliqué en fait ce qui se passait dehors. Il y avait des cadavres, par exemple dans le fleuve à côté de la clinique, c'est le fleuve Mapocho, et elle essayait de cacher tout cela en fait à son mari, et manque de peau, elle est partie à Isla Negra, et Pablo Neruda a su que Victor Jara, le chanteur, avait été assassiné, que le fleuve charriait des cadavres. Donc lui qui était, on en parlera peut-être aussi, qui était très engagé dans la politique, voilà, ça l'a fait, il était absolument hors de lui. Et Mathilde raconte qu'il ne s'est jamais réveillé en fait de cette piqûre. Bon. Le toca a usted ahora. C'est à vous maintenant de nous expliquer tous les aspects de la procédure. Et qui nous expliquer un petit peu ce qui va se passer après cette décision de clore l'instruction, que va faire la juge et que vont faire les parties pour faire reconnaître ce que vous dites, que la mort n'est pas une mort naturelle. Correcto. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Reyes. Sobrino de Pablo Neruda, si tú quieres traducir, mi padre era hermano de él. Voilà, donc Rodolfo Reyes, neveu de Pablo Neruda. Acompañado también con Elizabeth Flores, abogado en la causa de investigación criminal
que ya llevamos 13 años en esta investigación. avec Elisabeth Flores, qui l'accompagne dans cette affaire qui dure depuis bientôt 13 ans. Claro, como recién me estaba señalando mi interlocutor, con una reciente resolución que efectuó ahora en Chile la ministra Paola Plaza de cierre del sumario. Voilà, la juge, Paola Plaza a dicté une résolution pas plus tard qu'hier de clôture de l'instruction. Esto no es extraño, pero en parte también nosotros estábamos acá, los abogados, en la senda nerudiana que va a ser acá en Francia, para que ustedes conozcan la historia de la verdad sobre la muerte de Neruda. Alors, il dit, c'est pas étrange que cette résolution ait eu lieu, mais en même temps, se pueden preguntar si es extraño, ¿no? Sí. Mais en même temps, il se trouve un peu étrange parce qu'en fait, il se trouve en France, dans un chemin nerudiano, comment dire en français, nérudien, pour faire connaître la vérité. Y bueno, posteriormente también estamos invitados a Italia. Et ensuite, ils sont invités en Italie aussi pour parler de cette affaire, à con el Rome, embajador de Chile, avec l'ambassadeur du Chili, Roma, à Rome, en el Teatro Cervantes, au Théâtre Cervantes, Capri, à Capri, en Lago di Como y también en Milán. A Milán. Son actividades que tenemos para que se sepa y se conozca la verdad. Ils ont des activités pour que la vérité se sache là-bas. Todo esto nos ha costado enormes esfuerzos, Ça leur a demandé beaucoup d'efforts. muchos impedimentos del propio Estado de Chile, los gobiernos que han estado Beaucoup a d'obstacles de cargo, l'État, des gouvernements chiliens, que nos han impedido, nos han dificultado conocer esta verdad qui ont empêché sobre cette Pablo vérité. Neruda. Pero quiero señalarle, referirme ahora con este cierre del sumario. El cierre del sumario solamente significa Et voilà, là, il veut parler donc de la clôture de l'instruction, qui signifie seulement que para la jueza, la magistrado, ya las partes entregaron todos los antecedentes y conocimientos, y ahora ella es la que tendría que decir, ya entregaron todo, yo voy a fallar. ça signifie pour la juge que toutes les parties, comme Rodolfo Reyes et Elisabeth Flores, ont donné tous les antécédents, et que ça signifie que maintenant que pour elle, voilà, c'est elle qui va rendre la décision. O sea que el fallo viene posteriormente. Voilà, le verdict, il arrive après, en fait. Lo que pasa es que a estas alturas hay muchas cosas pendientes que ella misma tiene que resolver, y los laboratorios tienen también que entregar mucha información que están pendientes que ella misma las pidió. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et les laboratoires ont encore beaucoup de résultats à donner, et des choses que la propre juge a demandé au laboratoire. Así que creemos que si la jueza es ponderada en su actuación profesional, debiera ella aceptar la prórroga de esta investigación. On pense que la juge, elle est modérée, pondérée dans cette investigation, et qu'elle devrait accepter la prolongation de l'enquête. La Urie entregó una relación perfecta a ustedes en idioma francés, excelente, porque ella ha sido una escritora excelente busquilla. Bon, Rodolfo dit que j'ai livré une version exacte, excellente des faits en français. Claro, pero yo quiero referirme exclusivamente a lo que se encontró Il veut parler de ce qui s'est trouvé en esta investigación, dans l'enquête. que fue la gran cantidad de la llamada Clostridium La botulinum, grande quantité de la bactérie du Clostridium botulinum, que contiene una bacteria Alaska E43, la souche de la bactérie qui a été retrouvée, elle est proche de la souche Alaska E43, que es totalmente mortal. qui est mortelle. Y es un impedimento grande de la vida. Esos laboratorios ya le entregaron el 15 de febrero a la ministra. Voilà, les laboratoires ont donné leurs conclusions à la juge le 15 février 2023, cette année. La ministra, cumpliendo su labor de investigación, le consultó a los mejores laboratorios de Chile La juge a consulté les meilleurs laboratoires du Chili, si esos informes forenses estaban de acuerdo y que opinaran. pour savoir un peu l'avis des laboratoires sur ces expertises médico-légales. Y esos laboratorios chilenos le contestaron
son 5 laboratorios chilenos de universidades, Voilà, il y a 5 laboratoires d'universités chiliennes qui ont répondu. Universidad Católica, Voilà, Universidad de los Andes, l'Université des Andes, Universidad de San Sebastián, l'Université San Sebastián, institutos de medicina avanzada en des Chile. instituts de médecine. Ninguno pudo contestar y aclararle a la ministra Et aucun laboratoire n'a pu répondre lo que los laboratorios ya habían entregado. ¿Y por qué? Porque los laboratorios tienen una ciencia que está, pero son 4 laboratorios en el mundo lo que tienen. Voilà, les laboratoires chiliens, ils n'ont pas pu répondre clairement à la juge puisque les laboratoires étrangers son avanzados, dijiste, Claro, y ont une technologie très avancée. Tecnología y conocimiento. Y tienen el NGS, que es una... Voilà, et c'est vrai que la technologie qui a été utilisée, comme je disais tout à l'heure, par les Canadiens pour trouver cette bactérie, c'est une technologie qui s'appelle NGS. Ça veut dire Next Generation Sequencing. C'est du séquençage de nouvelle génération. Y ahí añado que Hendrik Boynar me dijo que solamente 4 laboratorios en el mundo tienen esa tecnología, et Hendrik Boynar, qui est le directeur du centre d'ADN ancien au Canada, me disait que seulement 4 ou 5 laboratoires dans le monde, en fait, ont cette technologie. Entonces ustedes comprenderán que hasta esta entrega de evidencia forense científica a nivel mundial se está rompiendo un paradigma en la ciencia. Et vous comprendrez que il y a un paradigme au niveau de la science qui vient d'être rompu dans la mesure où il y a de tels résultats de pointe qui ont été donnés. Lo cual va a contribuir al avance científico en el mundo. Ce qui va contribuer à aux avancées scientifiques dans le monde. C'est vrai que c'est une première, digo que es la primera vez que en la medicina legal, c'est l'une des premières fois dans le monde, ça je le dis dans le livre, que cette technique elle est utilisée pour un cas de médecine légale. Disculpa, el término específico es microbiología forense. Voilà, microbiologie légale. Voilà. Claro. Entonces, estos laboratorios han cobrado 0 pesos. Ces laboratoires ont demandé a Chile 0 peso, ils n'ont pas demandé d'argent por esa contribución exclusivamente cette contribution. A la obra de Pablo Neruda, a cómo se conoce Neruda en el mundo, tanto por su política, él era un comunista, pour cette contribution à l'œuvre de Pablo Neruda, qui était un communiste, luchaba por valores sociales, qui luttait pour des valeurs sociales, y era ese escritor que et écrivain. Que todos se han enamorado con alguno o más libros et de tout él. le monde est tombé amoureux d'un ou plusieurs de ses livres. Claro. Entonces, ¿cómo yo, su sobrino, no quedarme en Santiago tranquilo en esto? Et comment moi, le neveu de Pablo Neruda, je peux rester tranquille à Santiago avec tout ça? Porque en Chile hay sombra. En Chile, si hay algún chileno acá, conoce lo que es la prensa. Hay solamente 2 diarios. Il est, voilà, parce que s'il y a un Chilien ou une Chilienne ici, il sait ce qu'est la presse. Hay un chileno aquí. Sí, allá Parce que, effectivement, il dit, il y a seulement 2 journaux au Chili, des journaux de droite et de derecha. Él conoce que la prensa ha opacado, ha invisibilizado a lo que es Neruda. No les interesa. La presse a invisibilisé ce qui était Pablo Neruda, ça les intéresse pas. Y hemos tenido que venir acá, gracias a esta invitación. Muchas gracias por estar acá presente y entregar la verdad que nosotros conocemos, pour donner la vérité que creemos, que l'on croit, que estamos luchando, pour laquelle on lutte, y que ojalá la justicia falle en lo que tiene que fallar, y espérons que la justice que no rende son tiemble la mano, sans que la main lui tremble. Que la política derechista que hay en Chile no la opaque. Et espérons que la politique de droite qu'il y a au Chili n'opaque pas, n'obstrue pas cette vérité. Nosotros no tenemos temor con la verdad ya encontrada, ya habló la ciencia. Nous n'avons pas peur avec la vérité déjà trouvée, la science a déjà parlé. Pero sí tenemos grandes sospechas nous avons beaucoup de doutes concernant la décision à venir. Puedan haber tergiversaciones. Il peut y avoir des tergiversations. En cuanto a lo político. Pour des raisons politiques. Porque nosotros vemos que esa invisibilidad que se tiene con Pablo Neruda
es cobarde. Parce que nous, on voit que cette invisibilisation autour de Pablo Neruda est lâche. Tienen miedo a la historia. Ils ont peur de l'histoire. Tienen miedo a lo que sucedió con el presidente Salvador Allende. Ils ont peur de ce qui s'est passé avec Salvador Allende. Porque el presidente Salvador Allende tiene 2 disparos en su cráneo. Parce que le président Salvador Allende a deux impacts de balles dans son crâne. Y solamente figura uno ¿Dónde le figura uno? en su cráneo. En su cráneo. Ah, y Tiene su- 2 disparos, pero Il a eu oui. lo oficial Il a eu deux, oui, il dit que Que fue officiellement, il y a eu qu'un seul impact. que él se disparó. Eso es Que c'est lui imposible. Eso es imposible. qui s'est tiré dessus et il dit que c'est imposible. Al igual que Neruda, Y ahí quizás puedo decir, perdón, que la Corte Suprema dijo que se suicidió Allende. Así Parce es. que, en 2014, il y a eu donc aussi une exhumation du corps de Salvador Allende et la justice a conclu au suicide. La Cour suprême a conclu au suicide en 2014. ustedes comprenderán que el 23 de septiembre de 1973, Le 23 septembre 73, claro, había muerto ya el presidente Salvador Allende. Salvador Allende avait été déjà mort. Habían masacrado al cantante Víctor Jara que reunía a tanta Ils gente avaient del massacré pueblo. Víctor Jara qui réunissait beaucoup de personnes dans le peuple. ¿Y quién era la única persona viva que se iba a ir a México, que tenía a su disposición un avión por el presidente Echeverría de México? Et qui était prêt à partir au Mexique avec un avion mis à disposition par le président mexicain? Era exclusivamente Pablo Neruda. C'était Pablo Neruda. Pero la verdad es que Neruda era muy peligroso que saliera vivo de Chile. Et c'était très dangereux que Pablo Neruda sorte vivant du Chili. Iba a unificar criterios en México, criterios no tan solo nacionales, sino que internacionales por su obra en México. Él iba a unificar criterios en contra de Pinochet, Il del allait dictador. unifier des gens contre Pinochet, de l'extérieur. Entonces ustedes comprenderán que Neruda tenía todo para vivir. Ya Neruda avait tout pour vivre. le habían diagnosticado o sea que no tenía cáncer, Il avait le cancer, pero no fue el cáncer el que lo mató. mais il n'est pas mort de son cancer. Él podría haber vivido a lo menos 6 años Il más. pouvait vivre encore 6 années de plus. Sin embargo, esa nefasta noche del 23 de septiembre murió en manos de un fantasma. Cependant, ce funeste 23 septembre, il est mort aux mains d'un fantôme. Ese fantasma era un médico que nadie lo conoce. Ce fantôme, c'est le médecin dont on parlait tout à l'heure que personne ne connaît. Nadie conoce a ese médico de apellido Price. Personne ne connaît ce médecin qui répond du nom de Price. Nosotros agotamos todos los medios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, On a épuisé tous les recours, universidades, universités, colegios ministères, médicos, collèges de collèges médicaux. salud, nadie santé. lo conoce. Personne ne le connaît. Y ustedes comprenderán que el mismo dictador decía que no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Et vous comprendrez que le dictateur Pinochet disait qu'à l'époque au Chili, il n'y avait pas une feuille qui bougeait sans que lui ne le sache. Entonces, era la mejor oportunidad de quitarle la vida, pero quitarle la vida señalando que Neruda tenía Et cáncer. donc c'était la meilleure opportunité pour lui de lui ôter la vie parce qu'il avait un cancer de la prostate. Y se le aplicaron este Clostridium botulinum Et ils lui ont mis le Clostridium botulinum quand il était vivant, que le recorrió en vida, porque fue endógeno, le recorrió por todo su cuerpo qui est passé par tout son corps, y a las pocas horas falleció. et au bout de quelques heures, il est mort. Para que sepan ustedes, 2 nanogramos de Clostridium botulinum, 2 nanogrammes de Clostridium botulinum, que son inferiores a una cabeza de alfiler, voilà, plus petit qu'une tête d'aiguille, son incompatibles con la vida sont humana. incompatibles avec la vie humaine. Y eso le encontraron en sus osamentas, Et ils ont trouvé ça dans ses porque ossements. es una bacteria muy fuerte, muy mortal. C'est une bactérie très mortelle. Y eso es lo que nosotros queremos que se sepa, que se cambie la historia, Et nous, on veut que ça se sache et que l'histoire change. que Neruda no murió de cáncer, Que Neruda n'est pas mort de son cancer. que hubo intervención de terceros Il y que a le eu- quitaron la vida. Qu'il y a eu une intervention de tierces personnes pour lui ôter la vie. Pero lo primero que tendría que señalar la jueza en su cierre de fallo
Et la première chose que la juge devrait signifier dans sa clôture d'instruction, es que hubo intervención de terceros en la muerte de Neruda. c'est qu'il y a eu intervention de tierces personnes dans la mort de Pablo Neruda. Después se verá quiénes, cómo. Ensuite, on verra qui, quand, Se comment. avanzará a otra etapa. On avancera dans une autre Pero étape. ya la historia estaría cambiando, Mais l'histoire serait déjà changée, que a Neruda lo mató la dictadura. que la dictature a tué Pablo Neruda. Y no fue una muerte natural. Et ce ne fut pas une mort naturelle. Oui, moi j'aurais une question à poser. La juge va devoir décider à partir d'éléments factuels vérifiés. Et donc la partie des analyses médicales va être, j'imagine, fondamentale, pas simplement le contexte. Et effectivement, le contexte permet de penser que Pablo Neruda a été assassiné. Mais la juge va devoir décider à partir d'éléments de preuve. Et là, il y a quelque chose qui est assez perturbant. Les laboratoires, enfin le laboratoire canadien, si je comprends bien, apporte des éléments décisifs. Mais au Chili, aucun laboratoire n'est en mesure de confirmer ou d'infirmer ce résultat. Alors que peut faire la juge dans une situation comme celle-là? En fait, la définition des panels d'experts, elle a été déjà définie. C'est-à-dire qu'il y a des experts qui sont espagnols, danois. Il y a aussi l'université de Copenhague qui a aussi trouvé du Clostridium botulinum. C'est-à-dire que si je comprends bien votre question, en fait, la juge n'a pas besoin de confirmation à ce stade-là. C'est-à-dire que non, mais pourquoi a-t-elle consulté des laboratoires chiliens? Ah oui, alors ça je vais peut-être laisser Rodolfo Reyes répondre à la question. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que alors moi dans mon livre, effectivement, c'est une enquête journalistique où je pose les faits, j'interprète absolument rien, comme ça le lecteur ou la lectrice se fait sa propre opinion. Ce qui se passe, la pièce manquante du puzzle, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a certes eu la bactérie du Clostridium botulinum retrouvée dans le corps de Pablo Neruda. Il y a plusieurs, mais les questions qui restent en suspens, c'est déjà comment cette bactérie est arrivée dans l'organisme de Pablo Neruda. Est-ce qu'elle a été injectée? Est-ce qu'elle a été inhalée? Et il y a une autre hypothèse, c'est est-ce qu'il aurait consommé du poisson contaminé? Et ça, c'est quelque chose qui factuellement est possible. Je ne sais pas si c'est probable, mais c'est possible, puisque la souche E peut être présente dans certains poissons. Donc, elle, en fait, la juge, elle a toutes ces hypothèses. Et alors, attendez, je me perds moi-même dans ma réponse. Donc voilà, la pièce manquante du puzzle, c'est et puis aussi, est-ce que cette bactérie a produit dans le corps de Pablo Neruda la toxine botulique? Alors moi, j'ai posé la question à Hendrik Poinard, qui me dit cette bactérie, elle est potentiellement toxique. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, ils ont reconstruit le tiers de l'ADN de la bactérie. Et dans ce tiers-là, il n'y a pas les gènes qui sont responsables de la production de la toxine botulique. C'est la toxine botulique qui est mortelle. Non, ma question ne portait pas là-dessus, ma question portait sur les raisons pour lesquelles, en marge des expertises internationales, il y a eu une expertise chilienne. À quoi correspond cette saisine de laboratoire chilien? Pourquoi cette saisine? Est-ce qu'elle est une saisine de vérification, qui est pour être sûr d'eux? Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est ce que je comprends pas très bien dans la procédure, dans la mesure où une expertise internationale de haut niveau a été sollicitée. Pourquoi est-ce que des laboratoires chiliens qui ne sont pas en mesure, apparemment, d'après ce qui vient d'être dit, d'infirmer ou de vérifier les résultats des laboratoires internationaux, pourquoi ces laboratoires chiliens ont-ils été saisis? Ben écoutez, c'est une très bonne question et effectivement, moi je me suis posé la même question par rapport à cette saisine des universités chiliennes, mais je pense qu'on peut peut-être demander à Rodolfo Reyes. Pregunta por qué, claro, hubo esta expertesis a nivel mundial de Canadá, lo que hemos dicho, tecnología de alto nivel. ¿Por qué después de esto la jueza este año solicitó la opinión de universidades chilenas que no tienen este nivel y no tienen esta tecnología? Fue muy importante tu pregunta. Question très importante. Claro.
Lo que pasa es que una vez entregados estos informes forenses, la jueza quiso contrarrestar estos informes con los mejores laboratorios aquí en Chile. Contrarrestar es... Es revisar, que le digan algo, que... Voilà, la juge a voulu vérifier en la quelque opinión. sorte, voilà, les résultats des laboratoires étrangers qui ont été, qui ont rendu leurs conclusions cette année, le 15 février 2023, donc auprès de laboratoires chiliens. Posteriormente, entonces, le envió a las mejores universidades, a los laboratorios de las mejores universidades en Chile. Et donc elle a envoyé cette requête aux meilleures universités chiliennes. Pero ninguno le dio respuesta porque no conocían, desconocían, Mais ignoraban voilà. todos estos Mais sistemas. aucun pouvait vraiment lui répondre parce qu'ils connaissent pas ces techniques. No conforme con ello, en forma posterior, volvió a... Et après cela, ¿cómo se dice? la A juge desmembrar quiso sacar la propia jueza quiso sacar alguna conclusión y dividió la pregunta, dividió la... et donc elle voulait vraiment des réponses. Cambió las preguntas. Donc elle a changé les los questions peritos. en fait. Et elle a reposé los la peritos. question. A los Canadá y Dinamarca. Et elle a reposé la question aux experts canadiens et danois y daneses de Dinamarca. Claro, en eso es la cepa, si una cepa es igual a la otra, C'était des questions sur les souches, des questions très hyper précises, voilà, sur les souches de la bactérie retrouvée. Y me van a disculpar, Et vous allez m'excuser, me van a disculpar. La verdad, la vérité, los laboratorios señalaron, ¿cómo puede preguntar eso? les laboratoires ont dit, mais comment est-ce qu'on peut nous demander ça? puede preguntar eso? Si ya la información está entregada, no la puedes Si desmembrar. l'information No a la- déjà été rendue et on peut pas la décortiquer. Eso demuestra la Ça ignorancia démontre l'ignorance de la magistrado de la en lo juge. científico. dans la, Demuestra la ignorancia de la Sur le plan magistrado científique. en lo científico. No puede desmembrar elle peut pas esa décortiquer cette que le information fue entregada como un todo. qui lui fut donnée comme un tout. Entonces, eso es grave. Et donc ça, c'est grave. Eso es grave. Porque ¿qué más quiere ya? Si ya se le Que veut-elle de entregó. plus si elle a déjà eu cette information En el año 2017, en 2017 en un panel de expertos con más de 17 expertos, dans un autre panel d'experts en 2017 donde participaban justamente también estos dos laboratorios con avec 16 avanzado, experts, dont ces deux Canadiens, Hendrik et Debbie Poinard. ya encontraron esa gran cantidad de Clostridium Ils botulinum avaient trouvé cette grande quantité de Clostridium botulinum y la bacteria Alaska E43. proche de la souche Alaska E43. Y ya la encontraron. Y el magistrado, que era muy À l'époque, c'était un autre activo, juge très actif, Mario muy Carroza. activo, Mario Carroza, justamente, les solicitó a los A laboratorios demandé au juge solamente si esa era una contaminación externa si c'était une contamination extérieure, comme j'expliquais tout à l'heure, del cajón du cercueil donde estuve en diferentes partes, en dos qui a partes, voyagé, de la tierra acá, terre. de la tierra allá. voilà, par-ci par-là. Enfin, Y près du cercueil. eso lo hicieron ahora en los laboratorios de Et ça, Dinamarca c'est la réponse y Canadá. qu'ont donné le 15 février 2023 les laboratoires du Canada et du Danemark. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la Como bactérie abogado. était endogène. Elle était présente dans le corps de Pablo Neruda au moment de sa mort. Como abogados nos informaron que hicieron más de 56 millones, la secuenciaron más de 56 millones de veces. Ils ont fait 56 millions de ADN, séquençages de l'ADN de la bactérie ADN antiguo para llegar a la pour conclusión arriver à la conclusion, exacta como es la ciencia, porque las ciencias à la son conclusion exactas, exacte, scientifique, que el Clostridium botulinum fue suministrado que le Clostridium botulinum vida a Neruda. a été donné quand Pablo Neruda était vivant. con Juste, il y a un élément que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en fait, quand même, c'est assez sophistiqué d'injecter du Clostridium botulinique, Mm. donc il faut l'isoler, etc. Et que donc, on peut penser que ceux qui ont fait ça, l'ont fait peut-être comme les Russes utilisent la radioactivité pour empoisonner, etc., ils l'ont fait plusieurs fois, se sont pas limités à Pablo Neruda. Oui, ce que vous dites, c'est intéressant, ouais. Et ouais. est-ce que vous avez recherché d'autres Oui. morts suspectes
Il y en a. Voilà, parce que ça, en fait, Voy a hablar de la cárcel pública del 81 porque la señora pregunta si hubo otros casos, ¿cierto?, de Clostridium botulinum. Le contesto yo sobre y luego si quieren o quieren empezar. Me gustaría Justement, participar, claro. Claro. C'est intéressant ce que votre question parce que alors moi dans mon livre je me suis beaucoup intéressée alors aux armes chimiques. Bon, le Clostridium botulinum c'est une arme biologique, mais le laboratoire la dictature de Pinochet a créé un laboratoire bactériologique en 1975. Moi, la question que je me suis posée, c'est très bien, le laboratoire date de 75. Pablo Neruda, il est mort en 73. Si, je dis bien si, ce Clostridium lui a été injecté, d'où peut-il venir? Donc, ça m'a emmené dans une enclave allemande qui était présente au Chili, qui s'appelle Colonia Dignidad. Et pour répondre à votre question, en 1981, ça c'est sûr, il y a eu des empoisonnements dans une prison chilienne au Clostridium botulinum qui a été mis dans la nourriture de militants du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire. Manque de peau. Ce jour-là, ces détenus politiques ont partagé leur repas avec 2 détenus de droit commun. Les détenus de droit commun sont décédés et les militants du MIR ont juste eu une intoxication alimentaire. Donc on sait en tout cas dans un cas, c'était que à la prison publique de Santiago, il y a eu empoisonnement. Et là, j'en parle dans le livre. C'est hyper intéressant. C'est une bactérie qui vient, si je ne m'abuse, du Brésil, qui est arrivée avec une valise diplomatique. Voy a dejar que conteste esa pregunta Elizabeth respecto. Sí. Ella contestó bastante en todo caso. Yo quiero referirme, perdón, que en el caso de Pablo Neruda, no tan solo tenemos los informes científicos, que son indudablemente irrefutables. Dans le cas de Pablo Neruda, non seulement on a les expertises scientifiques qui sont irréfutables, sans aucun doute. Exactamente. Tenemos declaraciones. On a des témoignages et déclarations. Del personal médico, del personal secundario, personal de aseo. Des personnes du ménage, du personnel médical. De la clínica Santa María. De la clinique Santa María. Que vieron. Qui ont vu. El estado, como llegó Pablo Neruda. Qui ont vu comment est arrivé Pablo Neruda, comment il est arrivé à la clinique. 4 días antes de morir. 4 jours avant sa mort, donc le 19 septembre. Eso resulta muy importante. Ça, c'est très intéressant. Además de señalar que él estaba silencioso. Il était silencieux. Cuando llegaron sus amigos políticos, el embajador de Francia, el embajador de Suecia, políticos chilenos, democracia cristiana, embajador de México, los atendía, conversaba, y discutait, se agotaba. Él era un paciente oncológico. C'était un patient oncologique, comme il avait un cancer de la prostate. Cáncer de próstata. Il traitait son cancer de la prostate. No existe evidencia alguna en el expediente que dé cuenta. Il y a aucune preuve dans le dans le rapport judiciaire qui de rende compte alguna gravedad de que la lo hubiese gravité, motivado para ingresar a la clínica. de la gravité de son état pour qu'il entre à la clinique. No había UTI, o sea, nunca se le tuvo en UTI. Il n'était pas aux urgences. En UCI. No se le operó. Il n'a pas été opéré. Lo único que se le aplicó según un documento que fue encontrado. La seule chose qu'on lui a administré. No fue proporcionado porque la clínica no colaboró. La clinique n'a pas collaboré. Solo suero. Juste du sérum. Il lui a été administré. Si hubiese sido un paciente grave, s'il avait été dans un état grave, habría tenido otro tipo de medicamento. Il aurait reçu d'autres médicaments. Como decía acá Rodolfo Reyes, comme disait Rodolfo, cuando el día 23 estaba solo en su habitación, le 23 septembre, il était seul dans sa chambre. Él avisó il a que le habían puesto una inyección en el estómago. Qu'on lui a fait une piqûre au niveau de l'estomac. No tenía ningún tratamiento. Il n'avait aucun traitement que ordenara una inyección en el estómago. Qui aurait nécessité une injection au niveau de l'estomac. De ahí, inclusive, esa situación, aunque el Mercurio miente, et cette situation, bien que le journal El Mercurio mente, c'est un journal de droite. El Mercurio lo recogió. Et El Mercurio a pris cette information. J'en parle dans mon livre. Esa inyección. Il a repris cette information de la piqûre de Pablo Neruda.
Hoy el mercurio sigue mintiendo. Aujourd'hui, le Mercurio continue à mentir. Señaló a media página Aujourd'hui, il a signalé que que la jueza había cerrado el caso la juge avait clôturé l'instruction sin señalar delito alguno. sans mentionner un délit. No corresponde C'est faux. que señalen la existencia de un delito en este momento procesal, Dans ce moment de la procédure, porque la resolución solo debe decir se cierra el sumario parce que, voilà. y si las partes, los abogados consideran, soliciten diligencias. Parce que la résolution dit uniquement, voilà, l'instruction est clôturée, et si les parties le souhaitent, elles peuvent solliciter de nouveaux antécédents. Lo cual muestra nuevamente que buscan desinformar. Il démontre de nouveau que la Desinformar. presse veut désinformer. Para su aniversario de fallecimiento, Et pour l'anniversaire de la mort de Pablo Neruda, c'était les 50 ans de sa mort samedi. acá el 23 de Là, le septiembre, 23, enviamos una carta al Mercurio on a envoyé une lettre au journal El Breve. Mercurio. Brève, très courte. informando para que la gente que lea sepa que Neruda no murió de cáncer, Informant que Neruda n'est pas mort d'un cancer, sepa que se le encontró Clostridium botulinum en cantidad incompatible con la vida. pour que les gens sachent qu'on a retrouvé des quantités incompatibles avec la vie de Clostridium botulinum. Esa expresión incompatible con la vida la señalaron los propios peritos. No L'expression- es una opinión nuestra. L'expression incompatible avec la vie, les propres experts scientifiques l'ont dit. C'est pas c'est pas notre expression. Los peritos el año 2017 ya señalaron que la cepa Alaska E43 Les scientifiques ont déjà dit en 2017 que la souche Alaska E43 era en uso de arma biológica. était utilisée comme arme biologique. Nosotros tuvimos este año, con algún temor, hablar de aquello, arma biológica, porque obvio, son palabras Et grandes. cette année, on a eu peur, nous, de parler d'armes biologiques parce que clairement, c'est une grande expression. Ahora mismo, estas situaciones que ya la han señalado se están escondiendo, se busca tapar, Cette se situation, on busca cherche cambiar, à la cacher, pero à la modifier. nosotros ya cambiamos. Cuando digo nosotros, son los equipos jurídicos, los peritos, ya cambiamos la historia. Nous avons déjà changé l'histoire, nous, les experts scientifiques, Al les parties civiles, señalar que el certificado de defunción, certificado médico de certifiant, defunción, en montrant que le certificat médical de décès de Pablo Neruda es ideológicamente falso. est idéologiquement faux. No tenía caquexia Il cancerosa, n'avait pas de cachexie cancéreuse, como se señaló. comme ça a été signalé. A sabiendas que la caquexia cancerosa es un estado máximo de desnutrición. La cachexie cancéreuse, c'est un état de grande dénutrition. Nosotros conseguimos fotografías de Evandro Teixeira, un fotógrafo, que muestra a Neruda entonces, Et nous, on a retrouvé des photos d'Evandro Teixeira qui montrent inmediatamente Pablo después Neruda de muerto. juste après sa mort. Il y a une photo de lui dans mon livre d'ailleurs. Se muestra su peso. Et on montre aussi son poids. Se perició el cinturón con el que estaba en su ataúd. Et on a fait expertiser, ça j'en parle aussi dans mon livre, c'est important, la ceinture lors de l'exhumation, cierto durante la exhumación, ils ont expertisé la ceinture de Pablo Neruda lors de l'exhumation en 2013 pour déterminer son poids, para determinar su peso. Exactamente. Y su peso era el de un hombre obeso. Et il avait le poids d'un homme obèse, Más de 90 kilos. plus de 90 kilos. Ya. Así, hemos tenido que ir paso a paso. Tuvimos que solicitar allanamiento al servicio médico legal. On a dû demander des perquisitions à l'Institut médico-légal. Se negaba a entregar las muestras de tierra Il refusait de nous donner les échantillons de terre, de sédiments, que iban a determinar de modo irrefutable qui allaient déterminer de manière irréfutable si el Clostridium era endógeno si le Clostridium botulinum était endogène, présent, o era por contaminación s'il externa. venait de la terre environnante au cercueil. Finalmente agregar por mi parte que
Estos resultados que se entregaron en febrero Et c'est les résultats qui ont été donnés en février cette année. debieron haberse entregado 2 años antes porque ya estaban. Ils auraient dû être rendus 2 ans plus tôt parce qu'ils existaient déjà. El gobierno anterior de derecha, de Piñera, Le gouvernement antérieur de droite, de Sebastián Piñera, no aportó los fondos requeridos para armar el panel n'a pas y donné les fonds entregar el nécessaires, informe. voilà, pour organiser les panels d'experts. Et c'est lors de ces panels que les rapports sont discutés et rendus aux juges. Se lo dejó al gobierno actual, que es el gobierno de Boric, Il a laissé cette tâche au gouvernement actuel qui est de gauche du président Gabriel con Boric, todos los efectos políticos. avec tous les effets politiques. Más aún, cuando se hizo este panel, Et quand ce panel d'experts s'est réalisé, c'était en janvier. juicio nuestro, esto tuvo una apariencia de solidez. Apariencia. Ce panel, pour nous, il avait une apparence de solidité, il paraissait solide. La jueza impidió La juge a empêché hacer preguntas a los peritos. que ustedes hicieran preguntas. Sí, La juge nous a impidió. empêché de poser des questions aux experts. Éramos 8 abogados. On était 8 avocats. Ella dijo, no se hacen preguntas. Elle a Me dit non, entregan las question. preguntas a mí Mais vous me donnez les questions à moi. y yo veo qué preguntas se les Et haga. moi, je vois quelles questions je leur pose. Nosotros nos opusimos a eso. Et nous, on s'est opposés à ça. Fuimos los únicos On a abogados. été les seuls El avocats. Ministerio del Interior Le ministère de es l'Intérieur querellante. est aussi partie civile. Durante 10 años Pendant ha 10 ans, presentado 5 escritos. ils ont dû apporter 5 lettres à la juge. Nada. Rien. La Fundación Neruda La Fondation Pablo Neruda, se incorporó elle s'est incorporée au solo judiciaire para insistir en que Neruda murió de cáncer, murió de pena. O sea, juste con pour un- cero basamento. juste pour insister que Neruda était mort de peine et de son cancer de la prostate. Sans aucune preuve. Los propios peritos Les propres experts preguntaron internamente que por qué los abogados no hacíamos preguntas. Et les No propres podían creer. les propres experts ne pouvaient pas croire que nous, avocats, on pouvait pas te poser de questions et ils se sont demandé en interne pourquoi on ne posait pas de questions. Más aún, el último día en que se entregó el informe, Le dernier jour, lors de la jueza se negó a tener intérprete en inglés. le dernier jour, lors de la remise du rapport, la juge a refusé d'avoir un interprète en anglais, Pese a que estábamos los abogados bien qu'il y avait les avocats. y en las sesiones previas teníamos traductor e intérprete simultáneo. Et donc, et dans les sessions précédentes, pendant les plusieurs jours du panel, ils avaient des interprètes et traductions simultanées. Así Español-anglais. suma y sigue. Transparencia, falta. Et il manque de transparence. Sombras, hay muchas. Et il y a beaucoup de doutes et d'ombre. Y como dicen, here we are, aquí estamos. Como dice Gracias, los ingleses. Eh, Here we are. Here we are, comme disent les Anglais. Bien. Je crois que c'est le moment est venu pour vous laisser la parole. Enfin, si un certain nombre d'entre vous ont des questions à poser, peut-être, madame, vous avez commencé tout à l'heure, vous avez peut-être une autre question, soit sur les aspects médicaux, soit sur les aspects de contexte de l'époque. On en a peu parlé, mais enfin, mourir brutalement d'un cancer de la prostate après un coup d'État militaire, ça interpelle aussi. Alors peut-être que vous avez des interrogations, c'est le moment de les poser à nos invités. L'enquête clôturée, quelle est dorénavant la procédure judiciaire? Quelle va être la suite de la procédure judiciaire? Alors là, je sais pas qui répond. Ben, les parties ont 15 jours pour s'opposer à cette clôture de l'instruction.
y ustedes se van a oponer al cierre de la instrucción. Y je demande a Rodolfo y Elisabeth s'ils vont s'opposer à la clôture de l'instruction. ¿Quedan cosas pendientes? Ils disent que oui. Parce qu'il y a des choses ils vont demander à la juge de réaliser d'autres choses, d'autres expertises. Hay un equipo en Santiago que mi hija Paola Reyes también es abogado. Dans son équipe juridique, il y a leur fille, Paola Reyes, aussi avocate. Hoy día a las 12 de la noche digamos a las 12 de la noche, a las 7 de la tarde de allá, 12 de la noche acá. À 19h heure du Chili, à minuit heure de Paris. Ils vont se connecter sur Zoom pour travailler justement sur cette opposition. Pero es que no podemos quedarnos con lo que pudiera venir. Si es una verdad que no se puede ocultar. C'est une vérité qu'on peut pas occulter. Por eso estamos acá. C'est pour ça qu'on est ici. Es como cuando a uno en su casa, en su propia casa, le dicen cosas. Pero cuando uno le dice al vecino, el vecino saben y ayudan. Alors, ayuda mucho estar en extranjero. Ça aide beaucoup d'être à l'étranger, en Europe. La prensa ayuda mucho. La presse aide beaucoup. Develen estas cosas escondidas. Que ces choses cachées se sachent. Et moi, j'ajouterais, j'ai aussi parlé à des avocats du Parti communiste qui m'ont aussi dit qu'il y a des grandes chances effectivement qui s'opposent à la clôture de l'instruction, puisqu'en fait toutes les parties peuvent s'opposer. Il y a donc donc la famille, Rodolfo Reyes, Elisabeth Flores, les avocats du Parti communiste qui ont été donc les premiers à déposer plainte. Il y a aussi le programme des droits humains, donc qui aujourd'hui est rattaché au ministère de la Justice, mais dans le cas de l'affaire Neruda, qui est toujours rattaché au ministère de l'Intérieur, comme disait tout à l'heure Elisabeth Flores le mentionnait. Donc toutes ces parties, en fait, elles ont 15 jours pour effectivement pour s'opposer à la clôture de l'enquête. S'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais une à poser à nos trois invités. Est-ce que ce procès, est-ce que l'attente d'une décision du juge a un impact dans l'opinion publique et dans la population au Chili? Est-ce qu'il y a une pression quelconque pour qu'il y ait une émergence de la vérité? Hay una presión por parte de la población a la espera de este veredicto. ¿Cómo lo vive la población chilena? Justamente, la población chilena, tal como en muchos países que hemos sabido, están a la expectativa Il y a une expectative de que se conozca la verdad. Porque con todos los fundamentos que hemos dicho, ¿qué duda cabe? Quel doute reste-t-il avec tous les... No cabe ninguna duda. Il ne reste aucun doute. La ciencia habló. La science a parlé. Nosotros solo somos abogados que estamos cuidando el proceso. Nous, on est les avocats qui faisons attention à que se entregue con la verdad. Entonces todo el mundo en Argentina nos llaman, en Uruguay, en Paraguay. On nous appelle de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay. Todo Sudamérica que sin duda le cantó y poesía altura de Machu Picchu, el canto general. Le chant général de Pablo Neruda, les auteurs du Machu Picchu. Los versos del capitán en Capri. Les vers du capitaine. En China, su obra también es muy conocida. En Chine aussi, l'œuvre de Pablo Neruda est très connue. Neruda no es chileno, sino Neruda es de todo. Neruda, il est pas chilien, il est du monde va a ser uno de los poetas, ya fue uno de los poetas más grandes del siglo XX. Il est l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Entonces, eso hay que respetarlo y valorizarlo. Il faut le respecter, le valoriser. Pero en Chile se le invisibiliza. Mais au Chili, il est invisibilisé. Moi, pour répondre aussi à votre question, c'est vrai, je trouve que c'est vrai que au Chili aujourd'hui, il y a encore un grand besoin de justice et de vérité, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a plus de 2000 affaires qui sont toujours en cours. Le gouvernement de Gabriel Boric a lancé un plan aussi pour renforcer la recherche des personnes détenues disparues. Aujourd'hui, au Chili, il y a toujours 1162 corps qu'on n'a toujours pas retrouvés. Ce sont les corps des personnes qui ont été détenues sous Pinochet et qui ont disparu. Donc, depuis les années 70-80. Donc c'est vrai que cette affaire, moi je trouve qu'elle cristallise vraiment ce besoin de justice qu'il y a dans une partie de la société chilienne. Et c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, c'est que là on l'a vu pour la commémoration des 50 ans du coup d'État, la société chilienne est divisée. Alors je dirais pas que toute la société chilienne est polarisée. Il y a une partie de la société chilienne qui vote aujourd'hui à l'extrême droite.
Pour la première fois de l'histoire du pays, l'extrême droite a remporté des élections le 7 mai dernier. Ce sont les élections qui concernent le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui a la majorité au sein du Conseil pour rédiger une nouvelle constitution. C'était une demande de la révolte urbaine de 2019 pour justement mettre fin à l'héritage de Pinochet. Et là, c'est un parti politique, le Parti républicain nostalgique de Pinochet, qui est en charge de rédiger cette constitution. C'est la deuxième tentative. La première tentative avait été rédigée par une assemblée constituante plutôt à gauche. Et le peuple a rejeté à 62% cette constitution. Mais je voulais dire que effectivement là on a bien vu en septembre c'est hyper clivant toujours l'histoire commune. Le Chili n'arrive pas à écrire une histoire commune du coup d'État. Par exemple, un autre parti de droite, la UDI, a dit que le coup d'État était inévitable. Et Gabriel Boric, le président de gauche, a dit mais non, c'était quelque chose qu'on pouvait éviter. Le président Gabriel Boric avait aussi demandé à tous les partis, il voulait faire un accord transpartisan. Il n'a pas réussi à avoir cet accord. Et donc c'est vrai que vous avez d'un côté des personnes qui vont voter pour José Antonio Cast, qui est de droite radicale. Il y a ensuite beaucoup de familles qui cherchent toujours les corps de leurs proches. Il y a toujours des dossiers qui sont en cours. Et après, et puis c'est sûr qu'après, il y a, comme je vous disais, pour moi, toute la société est pas polarisée parce qu'il y a des gens, qui vont être moins politisés aussi. Mais c'est vrai que il y a cette difficulté, oui, à écrire une histoire commune. Et par rapport à Pablo Neruda, c'est vrai que en 2017, quand il y avait eu, moi je me souviens, j'étais allée au Chili pour couvrir cette réunion d'experts qui était importante puisqu'on a su que il y a donc eu cette fameuse bactérie qui a été retrouvée dans la dent de Pablo Neruda. Franchement, ça a fait la une de la presse quand même dans beaucoup de pays, mais je me souviens qu'au Chili, ça c'est vrai, ça ne faisait pas la une de la presse. Et là, ça a changé en février 2023. La presse en a plus parlé des résultats qui ont été remis à la juge. Mais c'est vrai que oui, il y a une attente par rapport à ces histoires et tout ce qui concerne la dictature, la justice post-dictature, ça fait quand même en ce moment la une de la presse. Il y a aussi beaucoup de soldats qui sont dans une prison qui s'appelle Punta Peuco et d'aucuns leur reprochent d'avoir de trop bonnes conditions de détention et de manière régulière, il y a des gens qui appellent à la fermeture de cette prison. Et là aussi, c'est intéressant puisque je voyais récemment un politique de droite, un député de droite, a lu au Congrès, dans une salle du Congrès, une lettre écrite par ces soldats qui, pour la première fois, reconnaissent avoir violé les droits humains et qui demandent conmiseración, qui demandent la compassion aussi de leurs concitoyens, en expliquant qu'en fait ils sont pas responsables de ce qu'ils ont fait, qui sont aujourd'hui tous les crimes commis sous Pinochet aujourd'hui sont considérés par la justice chilienne comme des crimes contre l'humanité. C'est pour ça que dans le cas de Pablo Neruda, il n'y a pas de prescription, ni dans toutes les autres affaires qui sont jugées, qui ont eu lieu entre 73 et 90. Donc vous voyez vraiment, on a eu un mois de septembre au Chili avec des soldats qui demandent la compassion de leurs compatriotes, là où les familles, le gouvernement s'est saisi de cette lettre en disant peut-être que vous avez des informations que vous nous avez toujours pas données, parce que la question qui se pose c'est est-ce que les militaires ont donné toutes leurs informations? Beaucoup de personnes sont persuadées que non. Eux disent qu'ils ont donné toutes leurs informations. Simplement une question complémentaire. Est-ce que, je ne parle pas de l'extrême droite, mais est-ce que les partis de droite au Chili ont pris position ou se sont prononcés d'une façon ou d'une autre sur cette affaire Pablo Neruda, considérant que c'était un problème de justice, droits de l'homme, et non pas un problème partisan? La pregunta si la derecha se posicionó acerca del caso Pablo Neruda. No. No hay en absoluto, no hay ninguna posesión, digamos, no hay ninguna intención de la derecha. Il n'y a aucune intention de la droite. No, en absoluto. Pablo Neruda pasa totalmente desapercibido por la derecha. Il passe totalement inaperçu pour la droite chilienne, Pablo Neruda. Incluida Sebastián Piñera, que condenó lo nombra por un libro nomás, pero no. En absoluto cero. Ellos, comillas, como se dice en Chile, es una papa caliente para ellos. Pablo Neruda, c'est un peu une patate chaude.
Se lo pasan de uno al otro lado, pero invisible. Parece Mais que il est Tito lanzó la invisible. mano, ¿no? Et moi, si je peux ajouter une chose, c'est intéressant aussi votre question parce que récemment, au début d'année, Gabriel Boric s'était prononcé de manière indirecte sur une affaire judiciaire. Et comme il y a indépendance des pouvoirs au Chili, la Cour suprême avait écrit une lettre publique en disant, en fait, c'est pas, vous ne pouvez pas vous prononcer sur nos décisions de justice. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le ministre de la Justice chilien s'était exprimé sur l'affaire Pablo Neruda, c'était à la Casa de América à Madrid récemment, mais effectivement, de par l'indépendance des pouvoirs, aujourd'hui le gouvernement, encore moins le président de la République, peuvent en fait s'exprimer sur l'affaire. Comme en France. Así es. Claro. Oui, bon. Et quand je suis ici, j'ai une sorte de nostalgie et aussi de reconnaissance. J'étais exilé et dans ce lieu, on a fait des activités pour faire connaître la dictature et la réalité de nous. Même le premier ministre Pierre Mauroy a été présent dans l'exposition que nous avons faite. Il s'est rappelé, il a fait un rappel parce que lui, il a été au Chili. Il a fait une reconnaissance au peuple chilien parce que lui, il parlait en français et tout le monde l'applaudissait. Et c'est bien, tous les peuples chiliens parlaient français parce que il manquait les gestes, et tout le monde te raconte toute cette histoire qui était merveilleuse de penser. Bon, il savait que tout le monde parlait français, mais ça lui donnait, c'était reconnaissant du peuple chilien avec la présence d'un homme politique français, en plus un homme très lié aux travailleurs. Et comme ça, je vais remercier à tous ces peuples français qui étaient avec nous dans cette période et même certains jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose, je lis les livres et j'ai trouvé une grande responsabilité de recherche, de connaissances que nous, beaucoup de Chiliens, nous n'avons pas. Et c'est surtout le cas de Pinochet. Pour nous, Pinochet, il a diverses informations, mais quand Prat, tout le monde pense que c'était Allende qui a nommé Pinochet, Allende il a demandé al général Prat qui est la personne qu'il croyait qui devait être chef de l'armée. Et lui, il a dit, c'est Pinochet. Et comme ça, a été nommé parce que le chef de l'armée chilienne, qui avait toutes les connaissances, qui avait, bien sûr, un chef, il doit savoir tout de ce qui est son armée. Et pour lui, c'était pas une des conspirateurs. Après, ils nous ont montré une lettre le 10 septembre dans laquelle ils sont venus voir Pinochet pour les faire décider de faire le coup d'État. Ils ont signé une lettre et voilà, ça a commencé le coup d'État. Et comme ça, pour beaucoup, la femme de Toa, il disait, mais ça fait 10 jours, il a été chez nous. Comment il a mis maintenant en prison à Toa, qui était un ministre? Et comme ça, même s'il est venu, et Allende, il a eu une dernière réunion avec Pinochet, et je crois que c'était le samedi, où il a dit, dans ce sens démocratique d'Allende, comme il a beaucoup de problèmes, je vais faire un appel à un référendum. Jamais au Chili, il y a un leader politique qui dit, je vais faire un référendum parce qu'ils ont peur de le perdre. Et Allende, il a dit, non, je vais appeler lundi un référendum. Et je crois que ça, c'est une chose qui a donné la vie à les militaires de faire tout de suite le coup d'État parce que peut-être dans ces périodes de référendum, Allende, sa dernière élection qu'il y a eu, lui, il a obtenu 43%. Malgré toute l'opposition de la dictature, Allende a eu une grande élection au Chili. Et comme ça, moi, c'est ce que je pense, tu vois, à notre société politique de gauche, de droite, et comment un type, parce qu'en plus on sait, Pinochet, c'était un con, Pinochet c'était ça, et après, on sait que lui, il a organisé depuis 72 le coup d'État dans lequel même son chef n'était pas au courant.
Et la dernière chose que je crois qu'il faut être très sincère, aucun parti de droite et les partis de gauche, sauf les partis communistes pour des raisons logiques, mais les partis socialistes jamais se sont prononcés, les leaders syndicaux jamais se sont prononcés. Et comme ça, il y a quelque chose qu'il faut. Moi, j'ai essayé de faire, même avec Rodolfo Reyes, pour les 50 ans que lui il a obtenu le prix Nobel, dans ma ville, et dans la gauche de Boric, il a pas accepté qu'on fasse un hommage aux 50 ans de Neruda. On a dit aller parler avec les maires de Valparaiso, et les maires de Valparaiso disent oui, d'accord, bon, on le fait, vous le faites. Mais ça, il faut être très, très sincère, les partis de gauche, et les partis communistes n'étaient pas non plus très clairs. Hein. Les personnes qui étaient, sauf les premiers personnages, quand le Parti communiste a fait aussi une accusation sur la mort de Neruda, ils ont nommé l'ancien ambassadeur en Uruguay, et là, ça a marché, mais après, et des leaders, par exemple, du prix Nobel, le prix national de littérature, c'est un Mapuche, jamais j'ai écouté à lui dire, sauf quand les mouvements féministes, ils sont dénoncés à l'endroit d'une attitude, et lui, là, c'est à prononcer, toi, mais ils ne nous sont pas accompagnés. Bon, je parlais pas de la Fondation Neruda. J'ai vécu 5 ans à l'Isla Negra, j'étais le directeur du théâtre poétique dans lequel était formé seulement pour enfants, né en Isla Negra. Jamais on a eu une appui, sauf quand nous les avons fait un hommage à Alberti, qui n'a pas eu une seule journal qui n'a pas parlé de ça, les pays, tout ça. Et là, la presse a été un peu inquiète, préoccupée pour nous. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut, Rodolfo, bien penser, être très sincère. Je viens de recevoir une lettre d'un ami médecin qui est jazziste. Il m'a dit, Tito, vous avez été présent aussi. Il a un championnat du Chili olympique, non, je sais pas, international. Ils nomme à tous les personnages, Ravila Mistral, Guidoro, tout ça, ils sont jamais nommés. La terre de Chili qui organise cette activité, c'est une terre politique. Il n'a pas Neruda. Ils ne sont jamais nommés. La terre poétique qui reçoit tous je sais pas que c'est moi-ci, les rencontres internationales. Et comme ça, et en plus, si on parle de l'État, la ministre de l'Intérieur, Carolina Toa, il est membre du Parti Socialiste, c'est pas la droite, elle représente aussi à un parti politique. Et comme ça, tu as là quelque chose à réfléchir. Par contre, en France, on a eu l'ambassadeur, il pouvait plus parce que il devait aller presque tous les jours à Biarritz, là-bas. Vous avez été hier témoin, on a fait une activité qui avait plus de 300 personnes. Il y a plus de tout type de choses. Bon, et merci aux Français, merci à Jean, merci à mi ami Karolinski, qu'on se connaît depuis longtemps. À toi, et merci beaucoup. Un commentaire plus que de questions, mais si vous voulez ajouter quelque chose. Claro, gracias Tito, muchas gracias. Realmente Merci Tito. Debo destacar que sin la idea, la colaboración y la grandiosidad que tiene Tito respecto como gestor cultural. Sans la collaboration de Tito comme personne qui travaille dans le milieu culturel, no hubiese sido posible nuestra estadía acá notre séjour n'aurait pas pu être, en France n'aurait pas pu être possible. Contarle a ustedes lo que nosotros queremos como jurídicos señalar, que le hemos señalado ya. Et comme abogados, nous voulons vous signaler quelque chose. Sí, lo cual yo creo que ha contribuido Tito a conocer la verdad en este país europeo, señalando que aquí todo esto ya se va a conocer en Chile. Todo lo que está pasando aquí, todo se va a conocer en Chile. Tout va être su au Chili. Sí, y además quiero yo agradecer
a la Fundación Jean Jaurès por la actividad que Merci à la Fondation Jean Jaurès. la oportunidad que nos ha dado a Jean-Jacques. Muchas gracias, realmente muchas gracias porque nos sentimos muy complacidos que nos hayan recibido acá a Laurie. Voilà, on est très heureux. Que ella ha llegado no como una intérprete, sino como una periodista y una gran escritora de sus libros, pero con una colaboración humana y destacada y con un conocimiento grandioso. Ah, bon là, il fait mes louanges, mais voilà, il dit juste que je suis une journaliste, écrivaine et que j'ai... ¿Hay que qué? Hay que editarlo en español. Sí, Sí, claro. ojalá que el libro se edite en español, efectivamente, Tito. También a Tito, que ya lo saludé, muchas gracias, Tito, realmente. Tito González. Je remercie Tito González qui vient de Sí, parler. muy agradecido. Eso también es un gran amigo que conoció las cárceles por años y de que siempre, toujours, dans toutes les activités chiliennes, on est des amis. Comment ça s'appelle? Silvio. ¿Cómo s'appelle? C'est Silvio. Silvio López, l'acteur, musicien, un gran ami de Chile, de tout le pays du continent. Ok, muchas gracias. Y también le agradezco a todos ustedes que han tenido la Merci toutes paciencia et de tous d'avoir eu la escucharnos. patience de nous Muchas écouter. gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être sur mon livre, mais oui. Marina. Bah, j'espère, ouais, c'est l'idée qu'il soit publié en espagnol et même en d'autres langues, ouais. Je D'accord. l'espère. Et Et j'aimerais aussi en faire un documentaire. Donc si Netflix m'écoute, moi je veux bien leur vendre mes droits d'adaptation audiovisuelle. Parce que c'est une histoire hyper intéressante, hein. C'est vrai que ce livre que j'ai écrit, c'est la première fois qu'un livre raconte les 12 ans de l'enquête judiciaire de Pablo Neruda avec de nouveaux éléments. Tout à l'heure, je vous parlais de Colonia Dignidad. J'ai aussi découvert des choses dans les années 1940, quand Pablo Neruda était consul au Mexique. Il aurait été approché par les services de renseignement soviétiques. Comme c'était une personne déjà à l'époque très influente, hein, Pablo Neruda, il était diplomate. Ça, oui, on n'a pas souligné cet aspect. Il a été consul dans plusieurs pays asiatiques, aussi ambassadeur du Chili en France, nommé par Salvador Allende en 1971. D'ailleurs, il y a une photo dans mon livre de Pablo Neruda quand il remet ses lettres de créance à Georges Pompidou. Et c'est vrai que ce livre, oui, voilà, c'est un livre. Enfin, pour les 50 ans là de la mort du poète, c'est le seul livre qui a été publié dans le monde sur cette enquête judiciaire, et c'est une enquête judiciaire qui n'a pas encore fait l'objet d'un documentaire. D'accord. Et en fait, la question, c'était justement, est-ce qu'il y a un espoir que s'il est publié en espagnol et diffusé dans le monde latino-américain, et notamment au Chili, qu'il puisse avoir un impact aussi sur les discussions au Chili et puis la suite du processus? De toute façon, l'idée c'est toujours effectivement que moi ce que je souhaite, c'est que il y ait le plus de personnes possibles qui lisent mon livre, qui en débattent, que ce soit en français ou dans d'autres langues. Maintenant, ce qui est aussi très intéressant, ça on l'a pas encore mentionné, c'est vrai que j'en parle dans l'épilogue de mon livre, dans les affaires vous parlez d'impact, dans les affaires de violation des droits humains au Chili, il y a très souvent appel. C'est-à-dire que là, c'est pas parce que la juge, voy a hablar de que muchas veces hay apelaciones de los fallos y que no está terminado ahora el caso. Déjà, Rodolfo Reyes me l'avait dit au moment où j'écrivais le livre. Rodolfo Reyes et Elisabeth, qui sont juste ici, hein, vous m'aviez dit que vous, si nécessaire, vous irez jusqu'à la Cour suprême, hein, et même jusqu'à la Cour interaméricaine des droits humains. Par exemple, dans l'affaire de la mort du président Eduardo Frei Montalva, dont je parle aussi dans mon livre, il y a eu 3 verdicts. C'est une enquête qui a été ouverte en 2002. Et la Cour suprême a rendu là, en août, il y a quelques semaines, son verdict. Donc c'est la plus haute instance judiciaire du Chili. Mais effectivement, là, la juge devrait rendre bientôt sa décision. Cette décision, elle peut faire l'objet d'un appel. Là, donc, ça passe auprès d'une cour d'appel. Et après, les partis, ça peut être Rodolfo Reyes, Elisabeth Flores, le Parti communiste peuvent là encore se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême. Donc, c'est vrai que c'est et après, il y a des instances supranationales, hein, comme la Cour interaméricaine des droits humains, comme me le mentionnaient Elisabeth et Rodolfo au moment où j'étais en train de terminer le livre. Donc,
donc effectivement, c'est une affaire qui est loin d'être terminée en fait, parce que il y a encore tellement d'inconnus, il y a encore tellement de mystères, il y a tellement de témoignages. Je pense qu'il y a encore des choses à creuser. Notamment, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est sur l'origine du Clostridium botulinum, d'où pourrait venir cette bactérie. C'est intéressant. Dans mon livre, je parle d'autres pays qui ont utilisé cette bactérie et la toxine produite par cette bactérie. Je parle notamment de l'Irak qui a produit, c'était après, hein, mais avant et pendant la guerre du Golfe, l'Irak a produit 19 000 litres. C'est énorme, de concentré de toxines botuliques. Donc il y a aussi, de toute façon, il y a encore beaucoup d'histoires au Chili, beaucoup d'affaires judiciaires par rapport aux armes chimiques. J'en parle aussi dans mon livre. Il y a eu des personnes qui ont été assassinées avec du gaz sarin. Et à l'époque, la personne qu'on appelle le chimiste de Pinochet, qui est Eugenio Berrios, pensait qu'en fait, c'était totalement invisible. Peut-être à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, avec les avancées de la science, effectivement, c'est vraiment la science qui fait avancer les affaires judiciaires. En cas d'empoisonnement au gaz sarin, par exemple. Oui, j'aurais une question également. Je veux dire, à supposer que la décision prise par la juge soit positive, dans le sens où elle reconnaît que Pablo Neruda a été assassiné, est-ce qu'il y aura une recherche en responsabilité? Est-ce qu'il y aura une recherche de celui ou celle qui a été l'instrument de cet assassinat, au-delà de la décision supérieure, donc Alors, je sais pas qui je peux poser la question. Pregunta si va a haber un plenario y si la jueza reconoce un asesinato de Pablo Neruda, si ella va a buscar quién ha podido asesinarlo. Es su labor. El plenario, que nosotros queremos que se llegue al plenario, pero ya ils souhaitent que l'affaire elle arrive au con la resolución que a Neruda en su muerte hubo intervención de tercero. Eso abriría el camino, el quién fue, el cómo fue y por qué fue. Si dans la résolution, la juge dit qu'il y a eu intervention de tierces personnes dans la mort de Pablo Neruda, ça ouvre justement la voie à la recherche des coupables. Y es el deber de la jueza. Et c'est son devoir, le devoir de la juge. Toda esta investigación, no guardarla, proactivar. Ella misma también con su propia injerencia. Sí, quiero señalar además que la investigación de Pablo Neruda está en el contexto del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior. L'enquête de Pablo Neruda, elle est aussi aux mains du programme des droits humains du ministère de l'Intérieur. En que tienen la obligación de investigar. Qui a l'obligation d'enquêter. Más allá de que esté vivo o no esté vivo él o los culpables. Au-delà du fait que les coupables soient ou non vivants, les éventuels coupables soient ou non vivants. Ese es un punto muy relevante. C'est un point très important. Merci. Et le programme des droits humains, j'en parle dans mon livre. C'est vrai que c'est intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a tout un chapitre sur parce qu'on pose beaucoup la question pourquoi 40 ans quasiment après la mort de Pablo Neruda, une enquête a été ouverte. C'est vrai, on peut se poser la question. Il est mort en 73, la dictature s'est terminée en 80. Le 11 mars 90, un président démocratiquement élu a pris ses fonctions. Et en 2011, l'affaire a été ouverte. Et c'est intéressant parce que le Chili est pas redevenu une démocratie d'un claquement de doigts. Par exemple, la première plainte pour torture, elle a été déposée devant un tribunal en 2004, puisqu'en fait, on imposait en quelque sorte aux survivants de torture le silence. On leur disait mais t'es vivant, il y a des personnes qui sont mortes, qui sont disparues. Il y a eu une recherche énorme des corps dans les fosses communes. Et d'ailleurs, les familles de victimes demandent à ce qu'il y ait encore plus d'excavation de possibles fosses communes, notamment au sein de Colonia Dignidad et d'autres endroits. Et donc, alors attendez, j'ai perdu le fil de ce que je disais. On parlait. Ah oui, et donc je raconte, voilà, le programme des droits humains. Il a vu le jour en 1997 parce qu'il y avait une forte demande, forcément, de la population. Ça s'est fait peu à peu. Il y a eu une forte demande de la population. De justice, parce qu'évidemment entre 73 et 90, quand vous aviez un proche qui disparaissait, votre demande n'était pas prise en compte au niveau des tribunaux. Et donc c'est un programme qui dans un premier temps a était rattaché au ministère de l'Intérieur. Et ce que m'a expliqué une secrétaire d'État, c'est parce que c'était un thème tellement politique en fait, puisque ce sont des agents de l'État, bien souvent, qui ont fait disparaître ces corps, qui ont torturé, qui ont lancé des corps à la mer. Donc l'idée, c'était que ça reste très proche du pouvoir, en fait, ce programme des droits humains. Donc c'était rattaché au ministère de l'Intérieur. Et depuis peu de temps, c'est passé au ministère de la Justice. Mais l'affaire Neruda est restée au sein du programme du ministère de l'Intérieur. Oui.
Vous allez poser une question? Non, non, non. Bueno, Neruda, hasta su muerte siguió luchando. Su funeral fue la Ouais, en primera francés, ¿no? manifestación contra la dictadura. ¿Le francés? En francés, Ah, yo excuse-moi. traduzco a Rodolfo. Bon, Neruda, après sa mort, il a continué sa lutte. Neruda, Son después de su funérail muerte, a siguió été la lucha un por su chant funeral. pour la liberté, Fue un pour canto por la libertad. dénoncer la dictature. Denunciar la dictadura. Et maintenant que le pape il est en France, je me rappelais quand le pape il est venu au Chili, il avait 70 000 personnes dans le stade, et comme ça, tous les jeunes, la jeunesse criaient « Que se lo lleve !»« Qu'est-ce que tu me peux traduire ça ?» Et tout le monde disait dans le stade, parce qu'il était avec Pinochet, il demandait au pape « Que se lo lleve !»« Que se lo lleve !» Comment? Qu'ils prennent Pinochet avec lui, c'est ça? Oui. Lui, o sea, au Papa, le peuple le disait ça, que se lo lleve, que se lo lleve. À Pinochet, si. Tu peux traduire, s'il te plaît? Oui, je viens de le dire, oui. Oui. Ils ont demandé Et au pape après, qu'il à la emmène fin, Pinochet. il disait, no se lo llevó, no se lo llevó. Y el Papa, le Papa, quand il a descendu l'escalier, il a dit, le Pape au Chili, c'est moi. Ah. On peut pas dire. Bien, si vous le voulez bien, on va terminer sur ce commentaire de Tito. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Enfin, s'il y avait une question, elle peut être posée, mais ce serait la dernière. Et sinon, il nous reste qu'à remercier nos amis avocats du Chili de leurs paroles aimables pour la Fondation Georges Jaurès, et évidemment à la journaliste auteure de ce livre qui est à votre disposition en vente à la Je peux vous le dédicacer si vous l'achetez. Donc Glory Facho-Sigan, donc qui a fait cette enquête. Oui, j'ai enquêté pendant 10 ans, ça je l'ai pas dit. J'ai enquêté pendant 10 ans pour ce livre. D'accord. Et c'est pas terminé, je crois. Il y aura, s'il y a une nouvelle édition, il y aura des compléments nécessaires. Déjà hier, c'est à 22h heure française, à las 10 de la noche, nos enteramos. Donc hier, j'ai travaillé jusqu'à tard. Très bien. Bien, merci à vous pour votre présence. Muchas gracias por haberme invitado también.